Bonjour à tous et à toutes, ici Marine de Get Ready Préparation Voyage. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet enregistrement des échanges qui ont eu lieu à la suite de la projection du film Dekirou, c'est possible, le 17 juin 2020. C'était la grande évasion numéro 9, c'était peut-être la dernière, on ne sait pas si on reviendra à la rentrée, mais en tout cas on voulait vous remercier au nom de On the Green Road, Imago TV et Get Ready Préparation Voyage pour tous ces beaux moments, pour tous ces échanges qui ont eu lieu pendant le confinement et puis à la sortie de ce confinement également, tous ces échanges qui nous aident à préparer un futur un petit peu plus durable, un peu plus cohérent avec les valeurs qu'on prône dans chacune de nos organisations. Ces échanges aujourd'hui que vous allez entendre sont donc avec Jonathan et Mathilde. Mathilde qui n'est pas très très loin derrière son écran également à s'occuper de leur petit bout. Dekirou, c'est possible, c'est l'histoire de leur voyage au Japon. Un voyage de quasiment 9 mois en stop sur cette île japonaise, sur ces îles japonaises devrais-je dire, à la découverte des initiatives durables, écologiques et de transition dans un Japon qui a été un petit peu secoué par la crise de Fukushima. Et donc, dans cette dernière version audio de La Grande Évasion, nous vous proposons de discuter non seulement de la culture japonaise, des spécificités de ce pays, mais aussi des initiatives de transition, qu'elles soient écologiques, économiques, éducatives, sociales ou politiques. Et nous ne manquerons pas de mettre le doigt sur les rapprochements qu'il y a à faire avec la France, car vous le verrez, on peut déjà et tout de suite agir ici, maintenant, en France, en s'inspirant évidemment des apprentissages de tous les autres pays que nous avons pu traverser au cours de la Grande Évasion. Si vous n'avez pas encore vu le film Dekirou, c'est possible, il est en libre accès sur Imago TV en exclusivité, donc nous vous invitons évidemment à aller le visionner et nous vous souhaitons une bonne écoute. Bon, je vous propose qu'on attaque cette série de questions-réponses à la suite de ce film. Du coup, comme je vous disais, j'en avais pas vu la fin et je m'étais gardé la fin justement en surprise en ce qui me concerne, donc j'ai découvert avec vous ces images. On va pouvoir fonctionner comme d'habitude, hein. Vous pouvez poser des questions dans le chat par écrit, vous pouvez poser des questions sur le chat de Zoom, sur le chat également de Imago TV si vous le souhaitez, si vous préférez. Et puis, vous pourrez prendre la parole dans la pièce Zoom également et activer votre micro pour poser des questions, notamment à Jonathan et Mathilde qui sont avec nous ce soir. Moi, j'aimerais commencer par une petite question. Du coup, Jonathan, Mathilde, vous êtes partis du coup en quelle année au Japon et puis depuis quand êtes-vous revenus et combien de temps a duré votre voyage pour contextualiser un petit peu tout ça, puis après on rentrera dans le vif du sujet. Alors, Ok, c'est bon, on bonsoir t'entend. à tous. Merci beaucoup d'avoir regardé le film jusqu'au bout. Merci d'être là pour discuter ce soir. Donc, pour répondre à ta question, on est parti. Ah oui, je précise que Mathilde n'est pas à l'écran, mais qu'elle entend, hein, et que si elle a envie de participer ou si vous lui posez une question directement, elle pourra répondre. Et donc, on est parti en 2016, en octobre. On est rentré en juin 2017. Donc ça a duré à peu près 8 mois. Les images qui sont dans le film, elles ont été tournées sur une période de, il me semble, 4 mois et demi. D'accord. Et vous aviez déjà pour projet de faire ce film avant de partir ou ça s'est fait au fur et à mesure en fait en fonction de les personnes que vous aviez rencontrées au fur et à mesure de votre voyage? Donc ça s'est fait au fur et à mesure, hein. Au départ, on voulait simplement remplir un petit peu un vide qu'on avait constaté sur Internet sur ce thème-là. Qui existe, enfin, puisque même en anglais ou même en japonais, il n'y a pas énormément de contenu. Vous m'entendez bien? Je parle pas très fort, mais Ouais, c'est bon. ok. Et du coup, de l'idée d'une petite web série ou de contenu web et tout, on s'est dit que ce serait intéressant de faire un film. On a été notamment inspiré par Enquête de sens ou par Demain. Mhm. Puis chez un de nos autres, on a vu, comment ça s'appelle Rainbow Valley. C'est un documentaire sur une ferme en permaculture en Australie ou en Nouvelle-Zélande, je sais plus. Et c'est vrai que à ce moment-là,
on s'est dit, bah, en fait, dans 2 mains, ils sont pas allés au Japon. Et nous, on voyait plein de choses intéressantes et on savait, en fait, on avait quand même programmé quelques étapes, même si on n'avait pas tout. Mhm. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire un petit peu euh, un 2 mains, mais que sur le Japon, avec tout un tas de, bah, comme vous avez pu voir dans le film, du coup, en abordant tout un tas de thèmes. Et on s'est dit, bah, allez, peu importe, on filme et puis on verra bien en rentrant ce qu'on fait avec. Mais l'idée, c'était quand même un documentaire, D'accord. un film. Ouais, ouais. Et vous aviez déjà un intérêt du coup pour la culture japonaise? Alors, moi, je parlais déjà japonais couramment. Ce qui, enfin, je pense que ça a beaucoup joué parce que on est quand même allé assez en profondeur. Mhm. Euh, c'est vrai que la barrière de la langue peut être un peu compliquée pour ce type d'investigation. Et Mathilde avait aussi appris quelques bases et pouvait communiquer quand même. Et puis après, elle arrivait quand même en anglais à discuter toujours avec un peu tout le monde, mais pour avoir des discussions très pointues Mhm. sur ces thèmes-là, ouais, heureusement que je parlais japonais, quoi. Ouais, c'est sûr, parce que ça Ouais. nécessite de, voilà, de certains concepts, même si on entend finalement dans le film qu'effectivement, au sein des phrases en japonais, il y a certains mots qui viennent en anglais. Ouais, ouais, ils en ont plein comme ça, c'est rigolo. Ouais, c'est marrant, on fait pareil, mais c'est vrai que c'était chouette de le voir. Je pense qu'on trouve toujours moyen de se comprendre, mais c'est vrai que sur les concepts clés comme ça, quand on parle la même langue, ça facilite beaucoup Ouais. les choses, forcément. Du coup, moi j'ai plein de questions, mais je voudrais quand même donner la parole avant toute chose à la salle. Je voulais savoir si, que ce soit Steph et Pris, Laure, Jérémy ou les personnes suivies Mago TV, il y avait des questions. Alors vous pouvez juste lever la main ou activer votre micro. On n'est pas non plus 200, donc ça devrait pouvoir se gérer comme ça. Donc allez-y si jamais vous avez une question de votre côté. Laure, peut-être? Ouais, tu cherches à activer le micro. C'est bon normalement. Ok, merci. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue, donc je ne sais plus. Donc déjà, bravo pour ce documentaire. Je trouve que Merci. effectivement, l'approche elle est hyper intéressante. Le Japon, oui, je suis pas familière de ce pays, donc voilà, c'était une autre approche qui était hyper intéressante. C'est pas trop des questions, mais c'est effectivement de se rendre compte que moi, de ce que je retiens de ce documentaire, c'est beaucoup de petites initiatives pour un grand changement. Et ça, c'est vrai que bah, je trouve ça plutôt encourageant qu'on ne soit pas obligé d'attendre que le système bouge pour qu'on propose des choses et qu'on ait envie de faire des choses, nous, à notre niveau. Ça, c'était pas mal. Et donc, on comprend bien qu'il y a l'effet quand même post-catastrophe qui a éveillé pas mal de conscience et d'initiatives. Et est-ce que vous avez encore des nouvelles de justement des différents acteurs que vous avez pu rencontrer? Est-ce que ça a pris une proportion plus importante dans le pays? Parce que moi j'avais une question sur la poétique et puis finalement ben, j'ai eu ma réponse dans le documentaire. Donc il y a quand même apparemment un sacré décalage entre justement la grosse politique et les petites initiatives. Et est-ce que du coup ça a pris un peu plus de poids justement tout ça? Alors, oui, on est toujours en contact avec beaucoup d'entre eux. Bon, après, bah, comme on disait, bah, voilà, il y en a beaucoup, donc on peut pas prendre des nouvelles de Ouais. tout le monde tout le temps. Non, non, Mais c'est sûr. non, on a eu l'occasion de retourner au Japon à plusieurs reprises, donc il y en a certains qu'on a revus. Notamment, en fait, l'année dernière, on était invité par l'Institut français au Japon pour débattre dans 3 villes, Tokyo, Kyoto et Fukuoka. Et puis, on a un peu étendu notre séjour pour aller euh, revoir certains endroits et faire des projections de notre côté. Et on y retournait, donc ça c'était en mars, et puis on y retournait en avril, pardon, on y retournait en septembre pour la sortie du film parce qu'on avait trouvé un distributeur, un petit distributeur, mais quand même qui s'occupe de diffuser un petit peu notre film au Japon. Et donc au total, on a fait, je sais pas, une douzaine de projections au Japon.
on a revu, je sais pas, 4-5 lieux. Mhm. Et on a sorti un nouveau reportage il y a une quinzaine de jours sur la page Facebook. Là, vous pouvez aller le voir. C'est un reportage qui n'est pas dans le film, c'est un espèce de bonus qu'on a filmé du coup en septembre dans un lieu qu'on voit dans le film mais qui était encore en développement et que là encore à continuer. Donc tous les lieux ont continué de s'améliorer, de se réinventer, de se rénover. On n'a pas eu connaissance de lieux qui se soient terminés. Donc a priori tout continue, tout augmente, mais on est sur une courbe très très douce, hein. Voilà, c'est pas non plus exponentiel. C'est plutôt pas mal quand on voit les courbes exponentielles d'autres. Bah, franchement, il nous faudrait une bonne exponentielle sur ces trucs-là quand même. Ce serait bien. Mais là, ouais, pour le coup, donc ça augmente tout doucement. Après, niveau politique, pour moi, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, j'espère qu'il y a des choses qui se passent dont je ne suis pas au courant. Demain, on va participer à une discussion un peu comme celle qu'on est en train de faire, mais avec le Japon, justement, et avec des personnages du film et tout. Bon, ce sera complètement en japonais, donc difficile de suivre, voilà. Mais moi, je vais en profiter, enfin, avec Mathilde, on va en profiter pour glaner un peu des infos, pour se mettre un petit peu à jour, pour voir, parce que eux, le Covid, là, ils n'ont pas vécu tout à fait comme nous. Euh, je vois que par contre, il y a des similitudes avec il y a eu des discours qui disent que c'était qu'une grippe, qu'il n'y avait pas besoin de confiner, des colères qui se dressent par-ci, par-là, mais les Japonais, ils n'auront pas du tout le même rapport à la politique que nous. Ouais, Voilà, c'est c'est très intéressant difficile de savoir ce qui se passe, mais je sais qu'ils ont des gros problèmes avec leur récif de corail. Là, j'ai vu cette info passer. Donc peut-être que petit à petit, puis ils ont pris une dette monstrueuse. Là, déjà que c'est le pays le plus endetté au monde. Là, ils sont au bord de. Enfin, c'est monstrueux ce qu'ils viennent de prendre à cause du Covid. Mhm. Du coup, faut voir quelle va être la réaction du gouvernement. Malheureusement, j'ai vraiment des doutes hein, pour qu'ils fassent du social et de l'écologique et de l'environnemental. Par contre, sur le plan local, on m'avait bien confirmé qu'il y a de plus en plus de personnes qui se réapproprient le pouvoir, entre guillemets. Et là-bas, en France aussi, on se l'a dit, en tout cas là-bas, les municipalités peuvent vraiment mettre en place plein de choses, quoi. Euh, quand elles en ont la volonté et aussi l'idée, parce qu'en fait, c'est un peu le cas aussi en France, mais il y a pas mal de personnes âgées qui sont à des postes à responsabilité et en fait, le monde est allé beaucoup trop vite pour eux et ils n'arrivent plus à suivre, ils n'ont plus les idées, quoi. C'est un peu bête, Et je mais trouve c'est que comme ça. enfin, c'est marrant que tu mentionnes ça. Je me permets, du coup, je sais pas si Laure, ça a répondu à ta question. Oui, oui, oui. Ouais. En fait, c'est assez intéressant parce que je trouve il y a un vrai gap et on l'observe aussi aujourd'hui, je trouve, hein, personnellement en France, entre finalement cette génération très ancienne qui a beaucoup d'enseignements, enfin qui finalement avait des pratiques beaucoup plus lentes, en fait, peut-être beaucoup plus laborieuses. En tout cas aussi, c'est la perception que peuvent en avoir les générations plus jeunes, mais une lenteur et une acceptation des rythmes notamment sur l'agriculture, etc., qu'on a perdu. Et puis une toute nouvelle génération, on va dire des moins de 30 ans, 25 ans, etc., qui repartent sur des schémas et des fonctionnements un peu similaires, qui se retournent vers l'ancien, entre guillemets, et les deux générations qui sont au milieu, où il y a une prise de conscience, mais il y a déjà des habitudes et des fonctionnements qui sont mis en place qui bloquent un petit peu les grosses modifications. Enfin, en tout cas, et j'ai l'impression que dans ce film, c'est aussi ce qui ressort, où il y a peut-être la génération, comme le dit la dame, hein, qui s'est rendu compte finalement de tous les savoirs qui avaient été perdus quand sa grand-mère Ouais, ouais. était décédée, quoi. Et il y a vraiment ça, en fait. Il y a ce gap qui est peut-être aujourd'hui un des enjeux. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, ça semble intéressant de se poser cette question-là, de comment
réduire ce gap de transmission. Et de la même manière que l'écosystème, la nature le fait. Hein. Il y a une transmission des savoirs qui se fait pour tous les vivants, en fait, qu'on a perdu aussi. Bah oui, en fait, en France, moi je trouve on est plutôt assez avancé par rapport au Japon sur plein de questions, mais surtout un argument qu'on met souvent en avant avec Mathilde, c'est l'information. Parce qu'en fait, nous-mêmes, faire ce documentaire, ça a été créer de l'information finalement. Et, en le faisant, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et c'est un peu toujours le cas. Il faut s'imaginer que, par exemple, il y a très peu de youtubeurs au Japon. Les youtubeurs, c'est un petit peu des starlets sur le modèle de la télévision. Donc derrière, il y a des producteurs, quoi. D'accord. Voilà. Sinon, des créateurs qui font, comme nous, en fait, des médias alternatifs, etc. C'est très marginal. Du coup, nous, tous ces nouveaux médias, selon moi, ont permis de répondre à un besoin de curiosité et d'information et de culture et de savoir de la jeunesse francophone et a inspiré beaucoup de personnes pour aller au-delà de ce que attend la société de nous et pour innover, proposer des choses, prendre des risques, etc. Et notamment avec, voilà, quand on parle des voyages qui sont plus des voyages conventionnels, je pense qu'il y a énormément de Français aujourd'hui qui vont faire des voyages un petit peu atypiques ou dans lesquels ils vont inclure des notions écologiques. Et bah bon, le Japon, c'est une île, donc c'est aussi Ouais. différent pour ça. Hein. Je veux dire, voilà, en vélo, ils vont pas très loin. Et puis, ils ont que la Corée, la Chine et la Russie en voisins, et Taïwan. Mais bon, enfin, c'est la Chine. Sinon, c'est vrai que ça fait beaucoup d'avions quand même. Enfin, dans tous les cas, c'est de l'avion. Voilà. Donc, eux, quand ils quittent le pays, faut s'imaginer, parce que maintenant je travaille pour une agence touristique, donc je le vois bien, qui travaille que avec des Japonais. Ils partent moins d'une semaine, même quand ils viennent en France. Ah oui. Ils voyagent très très vite. Ça les dérange pas de faire sur un voyage de 5 jours un aller-retour au Mont-Saint-Michel. Donc ça fait peut-être 8 heures de transport dans la journée, mais c'est pas grave. Ils l'ont vu 3 heures. Ils le font quand même. Hein. D'accord, Bon, ouais. nous, ça nous énerve au sein de ma boîte avec mes collègues parce qu'on voudrait leur montrer d'autres choses. Ouais. Ouais, bien sûr. Mais voilà, disons que voilà, il y a tout un retard par rapport à plein de choses. Et Mais donc en alors, France, je trouve que par rapport même à la transmission des savoirs et, euh, et à la prise de conscience de prise de conscience de ce qu'il y a besoin de faire aujourd'hui et au développement locaux, en fait, avec, je sais pas moi, des AMAP, avec tout notre tissu associatif, avec des Fab Labs, comme on en avoir ici et là. Et, on a aussi des monnaies locales qui fonctionnent plutôt bien, mais sur des grandes échelles. Mm. Et des recycleries, même avec historiquement Emmaüs, machin et tout. Bref, moi, ce qui manque pour moi, surtout en France, là, maintenant, c'est la volonté municipale. Hein. Parce que, franchement, tu tapes mairie écolo en France, et en fait, il y en a très peu. Enfin, moi, je voudrais déménager dans un endroit où, voilà, où c'est des un écolos qui ont engagement gagné. politique en local, ouais, ouais. Voilà, parce qu'en fait, je sais que les gars, ils vont y aller, mais en fait, voilà, disons que les personnes qui votent, on va leur expliquer réchauffement climatique, machin, etc. En fait, ils sont encore frileux parce que dans la notion d'écologie, je sais pas, il y a quelque chose qui fait peur sur le plan politique, parce que, je sais pas, on va partir du principe que quelqu'un qui veut faire de l'écologie, il va être mauvais en économie. Oui, alors Enfin, que la définition même de l'écologie à la base, c'est l'organisation de la maison, en fait. voilà, c'est ça. Et puis l'économie, c'est la gestion des ressources. Du coup, là, il y a une très, très grosse incompréhension. Et par rapport à ça, je recommande le livre d'Isabelle Delannoy qui s'appelle L'économie symbiotique,
qu'on a rencontrée au Japon lors de nos conférences débats et qui est devenue la marraine de notre film. Et elle a théorisé un petit peu à partir d'exemples existants, déjà dès maintenant, à différents endroits de la planète, des solutions pour les secteurs industriels ou pour l'épuration des eaux usées ou tout un tas de trucs. Et ça fonctionne plutôt bien et surtout son principe à elle, c'est que c'est un régénère. Donc en fait, on va créer de la valeur en étant en fait, on va plus faire de l'économie extractive, on va faire de l'économie régénérative, voilà, comme elle le dit. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et en fait, en ravivant les savoir-faire et si les municipalités se réimpliquent, on peut faire ça en fait. On peut vraiment créer du lien social, créer du dynamisme et petit à petit, localement, mettre en place de nouvelles tendances. Et ça paraît vachement utopique pour plein de personnes, mais enfin, aujourd'hui, moi, je disais ça déjà avant le Covid, là, mais en fait, l'utopiste, pour moi, c'est vraiment celui qui croit que ça va pas changer. Quand je parle avec un jeune de 24 ans aujourd'hui qui me dit qu'il va rester habiter encore 10 ans sur Paris, avant de voir il se sentirait plus ou moins d'aller vivre à la campagne, je dis, mais mec, t'as pas compris en fait. T'as pas le choix. Voilà, 2030 à Paris, ça va pas être facile. Hein. Ouais, Voilà, ouais. c'est, là, le travail, on sait pas, machin, etc. Donc, Mais dès c'est assez maintenant, intéressant. Je te coupe parce que je trouve que oui, c'est oui, assez intéressant et c'est un des éléments du film moi qui m'a aussi interpellée. Cette dame qui est au sein même de Tokyo, de la ville, ouais, qui propose d'une certaine manière de réensauvager en fait la ville ouais, sans la raser, sans tourner complètement le dos à la ville, sans proposer un exode massif vers les campagnes, c'est mais ça. de réensauvager justement la ville et de réapprendre aux gens qui sont en ville à se reconnecter finalement au fonctionnement de la nature, quoi, tout simplement. Et du Hmm. coup, ça peut être aussi une transition, et on le voit beaucoup dans beaucoup de villes françaises, comme quand même aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place dans ce Oui, bah, sens-là. effectivement, bah, donc on parlait de Grenoble tout à l'heure en off et tout, donc c'est un très bon exemple. Mais effectivement, même sur Paris, des lieux qui proposent des vraies choses, il y a eu les Grands Voisins, donc c'est un très bel Mm. exemple. Il y a plusieurs lieux communautaires de ressourcerie, recyclerie, machin et tout. Il y a eu la base qui s'était montée, où c'était un lieu pour réfléchir, pour s'organiser, pour échanger. Il y a eu enfin, et il y a encore Oui, il y a beaucoup de choses. ça foisonne, vraiment ça foisonne. Donc Et en si fait, on veut, ouais. effectivement, on peut même en ville trouver tout un tas de solutions, mais encore une fois, il n'y a qu'à voir quand on veut enlever un petit peu des voitures dans les centres-villes, le bazar qui se crée. C'est un challenge. Et, et donc là, il y aura toujours cette opposition, mais c'est vrai que comme tu le disais tout à l'heure, mais il n'y a pas le choix. Et cette notion de ne pas avoir le choix, elle est très mal comprise de nos politiciens. Les politiciens, moi, j'ai l'impression qu'ils ne parlent d'écologie que quand ça peut servir voilà, leur campagne ou machin, ou leur image, quoi. Sinon, ils s'en Et fichent. il y a une chose, moi, qui m'a frappée dans le film également, et je me demande s'il y a un enjeu derrière ça. En fait, c'est presque au début d'ailleurs, c'est sur la spiritualité finalement, ou en tout cas l'état d'esprit, pour Mm. utiliser un terme peut-être plus générique, mais qui a derrière aussi ces éléments-là. Au Japon, est-ce que votre impression, c'est aussi que culturellement parlant, religieusement parlant aussi, avec le bouddhisme, il disait il y a plus de temples que de supérettes, mais le temple, au-delà d'être un lieu de spiritualité, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de transmission, de partage. Beaucoup aussi mentionnent le ludique, le côté amusant, de prendre son temps et de faire les choses. Est-ce qu'il y a un enjeu peut-être culturel aussi et des choses à tirer de ça, enfin, à comprendre et à Oui, en s'approprier. fait, c'est d'ailleurs une notion qui plaît beaucoup à Mathilde, en fait. Et c'est finalement c'est le personnage qui a le bandana autour de la tête, là, Ouais. qui en parle un petit peu.
et qui explique que les Japonais, donc, ils arrivent bien à faire les choses ensemble sans Plein créer de d'harmonie, conflits, ouais. sans... Voilà, c'est ça. Mm. Donc le concept de Chowa, Wa, voilà. Et en fait, ça se retrouve vraiment partout dans la culture. Mm. Et ça, c'est vrai que pour les Français, c'est un peu compliqué. Comment ça s'appelle, ça nous attire, parce qu'on aime bien l'idée, mais pour le mettre en place, on n'aurait pas forcément les personnalités pour y arriver. Par contre, c'est vrai que ça peut nous inspirer parce qu'au-delà d'une spiritualité, il faut savoir qu'ils sont aussi. Donc là, on avait l'exemple du bouddhisme, ils sont aussi shintoïstes. Mm. Shintoïsme, c'est une croyance très, très, très ouverte qui intègre toutes les autres croyances et qui a des millions de divinités, quoi. Donc, une cascade, ça peut être une divinité, mais c'est pas la divinité de toutes les cascades, c'est que la divinité de celle-là. Donc, chaque cascade peut à ce moment-là être une divinité, mais ça peut aussi être, je sais pas moi, un arbre, un brin d'herbe, un coin quelque part. Enfin bref, c'est très vaste. Mais ça fait qu'il ne va pas y avoir de confrontation en fait entre ces différentes divinités. Elles vont fonctionner ensemble. Quand le bouddhisme est arrivé, il a été accepté, il a été intégré. Ça a été plus compliqué avec le christianisme, mais bon, on ne va pas faire un cours d'histoire. Et tout ça pour dire que euh, euh, là-bas, moi j'ai vraiment eu l'impression, enfin avec Mathieu, on a vraiment eu l'impression que tout se faisait effectivement de manière assez fluide, assez, assez calme. Et il y avait beaucoup d'endroits sans leader, sans vraiment règles, et sans. En fait, nous en France, on va avoir besoin d'un conseil. En fait, on va avoir besoin de règles, on va avoir besoin d'un conseil, on va faire un fonctionnement démocratique avec du vote et avec des machins, etc. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. Là-bas, ils ont leur culture leur permet de fonctionner différemment et du coup de ne pas avoir de conflit en fait. Donc du coup, euh, ça va être bien quand par contre tout le monde va jouer le jeu. Là où c'est un peu plus compliqué, on m'a expliqué que quand il y en a qui jouent pas trop le jeu, euh, parfois du coup ça va être lent. Parce que les gens vont pas aller se confronter et du coup les projets vont pas se mettre en place, et les choses vont pas se faire. Et du coup, ils vont vraiment perdre en efficacité. Mm. Euh, Moi, ma conclusion, enfin, c'est ce qu'on s'est dit avec Mathilde, quand nous, on se projette en fait dans notre vie future avec des activités euh, un petit peu comme celles qu'on peut voir dans le film, donc associatives, mais machin de transition écologique, etc. C'est d'essayer d'éviter de mêler dès le début l'économie personnel, donc son revenu, et son projet. Et surtout si on le fait avec d'autres personnes. Donc, on s'est posé la question avec Mathilde de pourquoi en fait il y avait si peu d'écolieux qui persistaient en fait en France. Et en fait, on s'est rendu compte que souvent, quand on lisait les récits des personnes qui avaient fait des écolieux, il y avait eu des accros, ce qu'on appelle le putain de facteur humain, parce que en fait, Là, voilà, les tu l'as. gens s'entendent pas, voilà. Et, et en fait, je pense que s'ils s'entendent pas, c'est aussi parce que s'il y en a un qui veut être maraîcher, mais ce maraîchage-là, c'est un peu son projet financier aussi, donc il va le faire avec quelqu'un d'autre. Mais l'autre, par exemple, lui, au niveau de ses revenus, ben, il peut tenir, ou il a une autre source de revenus. Donc il va mettre une implication, mais il va se mettre un peu moins de pression. Euh, et ben là, ça va créer des tensions Motivation. très très vite, sauf si ça cartonne dès le début, mais voilà, on sait tout. Enfin, quand on fait des projets, il faut s'attendre à ce que ce soit pas le cas. Et donc nous, l'idée, c'est quand même, pour pouvoir avoir cette espèce de sérénité qu'on retrouve dans le film, avoir des sources de revenus à mi-temps, qui nous permettraient ben, voilà, on mettrait pas beaucoup d'argent de côté, certes, mais par contre, on aurait du temps libre. Pendant ce temps libre, on pourrait mettre en place des activités ou être présent dans des associations ou faire tout un tas de choses, ou aider, ou machin, etc. Et ça, on pourrait le faire tranquillement, dans la bonne humeur,
Et si on le fait avec d'autres gens qui fonctionnent comme ça, et ben là, on va retrouver tout de suite des synergies. Ah, tu fais quoi demain? Bah, viens, on avance sur tel projet, machin et tout. Ah ouais, vas-y, c'est cool. Si par contre, je dis, ouais, vas-y, la semaine prochaine, il faut absolument qu'on ait fini le truc et tout, parce que sinon, après, ça va pas le faire, machin, au niveau des sous, etc. Ben, si l'autre, il est occupé et qu'il a pas pu, moi, je vais lui en vouloir. Et puis, hop, et puis après, on va tout de suite rentrer dans le conflit. Donc, je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais Si, en tout si, cas, mais moi, c'est en quelque plus, chose c'est que intéressant parce que ouais, ça Mm. fait vraiment la transition avec un des éléments que je fais juste une petite digression et puis après, je réouvrirai aussi les questions dans la salle au cas où. Jérémy et Stéphanie sont peut-être, Siméon aussi, d'ailleurs, Jordan. Mais en fait, je trouve que c'est intéressant parce que c'est aussi un peu l'approche qu'on a au niveau de l'éducation slash instruction slash enseignement dans le film, avec cette notion, ces écoles aussi un peu alternatives qu'on retrouve pour le coup aussi en France, mais où finalement on va à la fois avoir peut-être des moments de travail en groupe, de regroupement des efforts pour un but commun, et puis des moments aussi où chacun va pouvoir exprimer ses envies, ses besoins, et répondre à finalement ces facteurs de motivation personnelle. Et effectivement, si des mécanismes peuvent se mettre comme ça en place aussi sur le plan professionnel et au niveau des projets de développement au niveau de la société plus largement, ça peut être très intéressant effectivement aussi d'aborder cette construction-là. Ouais. Donc ça répondait, ça faisait le lien un petit peu avec ça, je trouve. Jérémy, est-ce que tu avais une question peut-être ou si tu souhaites prendre la parole? Moi, je remercie pour ce voyage au niveau du Japon, cette découverte. Ce qui fait ce qui fait assez résonance avec ce qui se passe en France aussi au niveau initiative. Donc, c'est, c'est là où, ouais, où je remercie de voir que on se retrouve avec des évolutions communes en étant sur des territoires différents. Donc, merci de ce documentaire. Merci Jérémy. Merci de l'avoir écouté, merci pour les encouragements, c'est cool. Mais ouais, c'est vrai, hein. Enfin, c'est marrant de voir que finalement on est très distant géographiquement, mais qu'il y a des initiatives qui se répondent. Et je Distant pense que quand on culturellement revient aussi. Hein. ouais. Mais en fait, quand on revient aux bases, à l'essentiel, et ben, en fait, l'essentiel est le même enfin, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, et je pense pour l'espèce humaine plus largement, et pour le vivant encore plus largement. Mais c'est clair que ça, c'est aussi intéressant de pouvoir illustrer tout ça. Ça va aussi avec une Ouais. partie justement qui est abordée dans le documentaire, enfin en tout cas qui est abordée par les gens qui sont interviewés dans le documentaire. Et effectivement, il y a toujours cette sensation de besoin de se reconnecter avec la nature et donc plus largement d'avoir un réseau de personnes qui vont dans une même initiative. Et il y a ce côté voilà, de connexion et d'avoir besoin de sensations plus réelles et plus utiles que utiles par on va dire, par des achats qui vont faire du bien sur le moment et qui n'apportent rien et qui font même plus de dégâts derrière, parce que c'est la solution de facilité, parce que c'est disponible. Et ça aussi, à entendre, se dire que, voilà, de prendre le temps, c'est de se reconnecter, c'est effectivement, c'est du long terme en fait, et qu'on arrête un peu cette course folle sur du court terme et qu'est-ce qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut pas avoir, qu'est-ce qu'il faut toujours plus. Et donc là, effectivement, de se rendre compte que oui, le Japon, c'est très loin de nous, aussi bien sur la carte que d'un point de vue culturel, d'une façon de penser, et que on en arrive à des réflexions, somme toute, qu'on pourrait avoir nous dans notre appartement, dans notre jardin, et des initiatives qui vont nous inspirer, alors qu'à la base, sur le papier, il n'y avait rien pour nous rapprocher. Et effectivement, il y a toujours ce lien de dire, voilà, comme ça a été dit, si on se disait que la Terre, c'était notre maison et qu'il fallait justement en prendre soin, et là, ça rebondit avec ce que disait Marine, l'écologie, c'est avant tout l'organisation et prendre soin de sa maison. Donc, Ouais, c'est ça. Effectivement, nous aussi, ça nous est arrivé de rencontrer des personnes qui nous disent ah ouais, je vais aller m'isoler, je vais m'acheter ma maison dans un coin tout seul. Et comme ça, je serai tout seul, ou alors je vais aller sur une île tout seul.
Et bon, je pense que là-dedans, c'est vrai qu'il y a bon, bah, à un moment donné, peut-être un rejet un petit peu d'un mode de vie, etc. Et donc, on prend un extrême comme ça, on jette ça en l'air. Mais en fait, cette notion de tout seul, pour moi, elle est très, très fausse. Faut surtout pas faire tout seul. Il faut faire à plein, quoi. Et donc, pour moi, c'est comme ça, c'est comme ça que c'est le plus efficace. C'est vraiment, je trouve que déjà, il y a encore trop de divisions au sein de personnes qui ont les mêmes pensées et les mêmes affinités, les mêmes envies. Et c'est localement, moi j'avais pensé à un concept de maison de la transition en fait. Je pense que si chaque ville a sa maison de la transition, ou alors on peut l'appeler ça comme elle veut, là on va mettre toutes les associations qui œuvrent dans le même sens, et les personnes qui sont intéressées, les regrouper et aller au-delà je sais pas, de l'événement qui permet euh, de faire connaître, d'éveiller, de transmettre le savoir. C'est des très bons événements, moi j'adore, mais il faut faire des événements C'est la qui marche créent en d'après, fait. quoi. Voilà, des événements qui créent, qui Faire ensemble, produisent en en fait. fait, Aujourd'hui, par exemple, il y a les budgets participatifs, c'est super, mais moi, je me suis rendu compte que, par exemple, dans plein d'endroits, les municipalités possèdent du foncier inutilisé, donc soit sous la forme de terrain, soit sous la forme euh, de bâtiments qui servent à rien, en fait. Ou alors, je sais pas, moi, par exemple, dans ma ville natale, il y a une surface de 3000 mètres carrés d'anciens supermarchés qui n'est pas utilisée parce que le gars veut pas vendre, quoi. Ça fait 15 ans, 20 ans, c'est bon. Soit, normalement, il devrait y avoir un dispositif pour que c'est en plein centre-ville. Enfin, Faut voilà, mettre ça dans le domaine voilà, public et c'est un peu gênant, quoi. commun. Ouais. Et effectivement, moi, je pense que les municipalités devraient faire plus confiance, en fait, à leurs citoyens Mm. pour que les citoyens viennent faire ce que eux ils ont envie d'avoir chez eux, dans leur ville. Et que on arrête de faire des super projets pour mettre des hypermarchés et des centres commerciaux, et qu'on fasse des petits projets, mais qui vont permettre, voilà, ce qui est dramatique, c'est que voilà, on a tous les centres de ville tous les Ouais. centres-villes des petites villes de France qui sont en train d'être complètement désertés. Tous les commerces ferment au profit des zones commerciales, et tout le monde s'en plaint. Et il n'y a pas de suite, en fait, à ça. C'est vrai que c'est. C'est-à-dire Alors qu'on peut-être on qu'avec. continue de perpétuer Ouais. ça. Moi, Et, j'ai eu l'impression, alors c'est biaisé, mais que avec la crise du Covid, il y a eu quand même aussi cette prise de conscience de la dépendance ah à ben oui, certains canaux de distribution, etc. Et peut-être un retour un peu du commerce en local, de la production, enfin voilà, des flux beaucoup plus rapprochés entre le ah ouais, producteur et le consommateur. ah Mais oui, ouais. c'est encore trop anecdotique, c'est sûr. Ça, c'est indéniable. Oui, moi, Mais ouais, ça évolue, j'ai l'impression tout de même. Mais encore une fois, c'est après une catastrophe. Enfin, ou un événement majeur, quoi. Bien entendu, ouais. Ouais, ouais. oui, ben, après, moi, j'espère que ça va faire un peu comme ça a fait, comme on montre dans le film. Et je pense que ça va le faire. Après, il y a plein de personnes qui vont reprendre leur vie d'avant, entre guillemets, et il y en a aussi beaucoup qui vont dire non, non, mais là, c'est pas possible. Il faut que j'accélère mon projet de transition. J'avais prévu de faire ça sur 5 ans, il faut que je le fasse sur 2. Ou là, c'est bon, stop, j'arrête de consommer comme ça. Puis il y a des trucs qui sont créés aussi. Par exemple, nous, dans l'épicerie dans laquelle on va, c'est une épicerie participative où on donne des heures de travail et après on peut aller acheter des produits au prix producteur, machin et tout. Il y a un producteur de poulet qui s'est retrouvé à plus pouvoir vendre ses poulets au marché. Du coup, toutes les semaines, maintenant, il propose ses poulets là-bas. Et, il en vend, je sais pas, au moins une vingtaine. Et puis peut-être finalement, il n'aura plus besoin d'aller au marché, puisque finalement, après, on est à ça, qui propose un abonnement, et que les gens se disent, bon, ben, moi je prends un poulet par semaine, voilà, c'est bien, j'ai pas besoin d'aller en acheter un autre ailleurs. Voilà, et du Mm. coup, hop, toutes les semaines, lui, il sait qu'il va vendre tant de poulets parce qu'on a un système d'abonnement. C'est un nouveau système de vente, ça permet de se passer des intermédiaires,
c'est rentable pour les acheteurs et pour le producteur. Et en plus, c'est le producteur qui va respecter ses bêtes, qui a besoin de moins de place, qui a besoin de moins de tout un tas de choses. Donc, et ça répond à ce que tu disais, Laure, aussi, avec cette notion, et qu'on voit dans le film, de recréer du lien finalement direct entre les individus. tout à fait. Il y a une interdépendance entre le producteur et le consommateur, mais aussi un lien qui n'est pas juste utilitariste, en fait, parce qu'à partir du moment où c'est en conscience, on n'est pas sur du court terme. Ça nécessite une création de liens à plus long terme et à une perspective commune, en fait, dans la même direction. Donc, c'est vrai qu'à partir de là, ça peut fonctionner, quoi. Je pense que c'est un enjeu. Il ne faut pas que ce soit de l'instantané, il faut que ce soit plus sur le long terme, clairement. Après, voilà, Mais il va falloir avoir cette marche, effectivement, au niveau d'organisation, au niveau local, quoi. Comme, il manque là, je pense qu'il y a plein de conscience qui s'éveille, et tant mieux. Et il faut justement parier là-dessus pour qu'il y ait des regroupements et que ça fasse un peu plus, entre guillemets, boule de neige et qu'il y ait des choses un peu plus construites, quoi. Enfin... Ouais, il y a des exemples super intéressants en France. Il y a un village là, qui a mis en place une régie alimentaire et qui du coup a créé des emplois au niveau donc, des producteurs des fruits et légumes et de viande, etc., et des éleveurs. Hop, ils récupèrent ça dans une grande cuisine de la ville, ils transforment ça, ils envoient ça dans les cantines et c'est du bio. Et là, tout le monde est gagnant. Je veux dire, c'est moins cher, moins d'impact sur la planète, les producteurs locaux qui peuvent vendre leurs produits directement, des emplois pour les cantines, machin, etc. Donc, voilà, c'est superbe. Le problème, c'est que ça a été prouvé que ça marche. Et normalement, pour moi, un gouvernement qu'on a quelque chose à faire, allez, c'est bon, tac, on reproduit, là, on subventionne. Et en plus, c'est rentable et tout. Enfin, je veux dire, ça marche vraiment, quoi. Donc, allez, on fait ça dans 1000 endroits et on voit comme ça. Et puis après, on le refait et puis on y va, qu'on met des sous pour ça. Non, eux, ils vont faire quoi? Ils vont mettre des sous pour aller défricher voilà, des zones naturelles, machin, pour mettre des centres commerciaux. En fait, il y a vraiment un problème, même au niveau des idées qu'ont les personnes qui détiennent aujourd'hui la possibilité de faire des choses. Quand vous voyez qu'il y a eu les programmes de cœur de ville, en fait, dans plein de villes, en fait, ils ont retravaillé sur les centres. Et il y en a beaucoup qui, en fait, ont été laissés à la charge des promoteurs. C'est-à-dire que c'est les promoteurs qui sont arrivés avec des projets et les maires qui étaient en place, n'ayant pas d'idée, ou étant endettés, ou machin, etc., ils ont dit, bon, eux, au moins, ils vont faire un truc. Et donc, voilà, on leur fait faire le truc. Comme ça, on a fait quelque chose de neuf. On ne pourra pas nous dire qu'on n'a rien fait. Et au final, ils ont fait quoi? Ils ont fait des bâtiments, quoi. C'est tout. Enfin, trois logements, mais ils n'ont pas créé de réappropriation, en fait. Ouais, ils n'ont pas innové, en fait. Mais il faut que l'individu, il faut que l'individu et que tous les individus aient la capacité ou soient mis en capacité aussi. C'est peut-être là le vrai enjeu, en fait, au final. Mais de se réapproprier ces concepts-là et de se rendre compte que chaque choix qu'il fait au quotidien, finalement, leur amène dans une autre. Mais ça, pour le coup, effectivement, il y a un vrai enjeu là-dessus. Et je pense que ça fait peur probablement à certains qui sont au pouvoir parce qu'ils ont l'impression que voilà, ça menace leur position. Mais après, il y a un éveil à faire à différents niveaux, c'est certain. Ça, c'est indéniable. Et moi, je voulais juste te poser une question parce que j'ai conscience que l'heure tourne et je pense que t'inquiète pas. Je ne voulais pas qu'on termine à minuit non plus. Mais j'avais une question parce que je trouve que c'est intéressant parce que nous, là, du coup, on se plonge dans le Japon pour essayer d'en tirer un petit peu des choses et de comprendre comment ça peut fonctionner et qu'est-ce qu'on peut en apprendre. Mais il y a une personne dans votre film qui a eu une prise de conscience. Un burn-out, prise de conscience et des changements suite à un voyage en France. Si j'ai bien compris, avec ces notions de vacances et ces notions de connexion aux familles, de liens, etc. Du coup, finalement, vous diriez que le Japon, dans son fonctionnement moderne, est moins lié, les individus sont moins liés les uns aux autres qu'en France, ou il y a une tradition familiale ou communautaire qui à l'inverse, renforce les liens. Ça m'a questionné en fait, c'est pour ça que je m'interroge. C'est un peu complexe parce qu'en fait, on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs.
Donc même si on parle de lien, nous, quand on va parler de lien, ce sera pas le mot n'aura pas la même signification. Définition. Mais en gros, pour répondre à ta question, il y a un vrai, pour moi, hein, après, de toute façon, ça restera mes recherches, mais je connais quand même plutôt bien. Il y a un vrai problème comment ça s'appelle? De communication, en fait, entre les gens au Japon, au sein même des familles ou des groupes qui sont proches. Par contre, ils vont pas divorcer facilement, ils vont avoir cette capacité à prendre sur eux, donc ça, c'est une valeur qui est très très forte là-bas. Gaman, le fait de prendre sur soi, c'est quelque chose de très valorisant, vraiment mis en avant. Donc en gros, il t'arrive un truc et tu prends sur toi, c'est bien. Alors que nous, on va avoir plutôt la culture de dire non mais rebelle-toi ou fais quelque chose. Le conflit nous fait moins peur. Donc, mais parfois, il faudrait aussi qu'on soit plus capable de prendre sur nous, les Français. Donc là, voilà, il y a un juste milieu à trouver. Mais du coup, voilà, cette notion de prendre sur soi, là-bas, ça leur permet de rester quand même assez fort. Et puis, ils ont cette courtoisie, ce respect des codes sociaux qui est assez extraordinaire. C'est cette recherche de la perfection, de la précision, du détail, qui est culturelle, qui est très, très, très agréable, il faut le dire. Donc, comment dire, moi je pense qu'en France, on a quand même des bons liens parce qu'on parle et parce qu'en parlant, même si on est capable de pas, on peut quand même avoir une discussion avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Et au Japon, afin d'éviter le conflit, s'ils se rendent compte qu'ils sont pas d'accord, ben, ils vont pas forcément parler. Et ça fait que d'un côté, il n'y aura pas de conflit, mais d'un autre côté, ils vont pas résoudre leurs problèmes. Ouais. Et donc, c'est un peu paradoxal parce que du coup, à la fois, ils sont liés, mais à la fois, s'ils se parlent pas, ouais. Mais par contre, ils sont efficaces. Ils sont lents, mais efficaces. C'est-à-dire que justement, avec cette communication, ça prend du temps. Par exemple, sur les processus de décision, vous avez tellement de personnes qui doivent intervenir que même une entreprise, je sais pas, française qui travaille avec une entreprise japonaise, au début, elle ne comprend pas. Elle envoie des trucs, ils répondent pas. En fait, tu penses qu'ils vont pas vouloir travailler avec toi, que c'est foutu, machin et tout. Et d'un coup, les mecs, ils disent, bon, c'est bon, dans 2 semaines, on est prêt et tout. Là, et toi, tu dis, mais non, mais en fait, je suis pas prêt du coup. Ouais, des modes de fonctionnement différents. C'est ça, mais parce ils envoient tous les mails, machin, etc. Par contre, voilà, quand ils mettent des choses en place, c'est quelque chose qui frappe, hein, qui marque quand on va là-bas. C'est une très très forte organisation et beaucoup de détails. Et même dans les milieux, alors dans les milieux qui étaient plus alternatifs, parmi les intervenants qu'on voit, là au niveau de la communication, c'est beaucoup plus fluide, ça fonctionne beaucoup plus naturellement. Donc ça c'était très très agréable pour nous. Et, et même si parfois on a l'impression qu'ils sont un peu à l'arrache, en fait, ils sont quand même hyper organisés, ponctuels. Voilà, un japonais en général, c'est quasiment sûr, il n'arrive pas en retard. S'il dit qu'il fait quelque chose, il le fait, c'est sûr et certain. Il amène un petit cadeau en plus, des petites attentions, tout ça. Enfin, c'est un rapport différent. Moi, je pense qu'on a quand même beaucoup de choses à apprendre de la culture japonaise. Et de l'Asie même, hein, je dirais plus largement. Ouais, oui. Ouais. Il y a beaucoup de concepts hyper. Et à l'inverse, quand même, les Français, sur certains plans, on peut être une source d'inspiration pour d'autres cultures également. Faut pas oublier que moi, je trouve hein, que en France, si on relativise et si on compare à d'autres pays, en termes d'éveil des consciences, entre guillemets, on est quand même, moi, je pense, assez avancé. Hein. Avec tout ce que j'ai pu trouver, je trouve pas autant d'informations et de contenu et de créateurs et de jeunes qui innovent. Il est dans la globalité de la population, alors que c'est vrai que dans certains pays, c'est des poches peut-être plus
plus avancée, on va dire, ou plus radicale, mais Mm. en tout cas moins diffuse Ouais, dans les couches différentes de la société, ouais, c'est clair. c'est ça. Moi, il y a une phrase qui m'a marquée dans le film. À un moment, une dame qui dit que depuis qu'elle s'est mise à la permaculture, elle a le sentiment d'avoir été acceptée par le monde. Et Ouais, je trouve que c'est magnifique comme manière de ouais. formuler les choses, quoi. Tu D'avoir t'imagines pour l'impression faire d'avoir... 1h30 si j'avais dû le couper? Ouais, c'est vrai. La question s'est C'est posée, moi je vrai. voulais pas, hein. Et franchement, là, tu comprends qu'en fait, suivant la manière dont enfin, qu'on a beaucoup de choses à réapprendre ou à retrouver pour juste retrouver notre place, en fait, Ouais, tout à fait. et se sentir à la bonne place, en fait, dans le monde. Mm. Et j'ai trouvé vraiment cette phrase super chouette et je l'ai notée et je pense qu'elle va Ah rester oui. ça. Mais non, mais aujourd'hui, même, je veux dire, dans toutes les entreprises, voilà, ils remettent du verre dans leur bureau, ils mettent des parcs, ils mettent, enfin, je veux dire, c'est une évidence en fait qu'on a besoin de la nature. Et justement, dans le bouquin d'Isabelle, là, l'économie symbiotique, d'Isabelle Delannoy, elle dit aussi, par exemple, que au lieu de mettre des stations d'épuration, si on met des parcs avec de la phytoépuration avec les plantes, en fait, ça recrée du lien social, ça crée du bien-être, ça crée tout un tas de choses. Et, euh, et ça, en fait, c'est que, par exemple, un exemple sur la Zero Waste Town de Kamikatsu, donc qu'on voit dans le film, qui est assez dingue, c'est que le moment où ils décident de créer cette association, en 2003, c'est le moment où ils doivent acheter un nouvel incinérateur. Et donc là, la question se pose, est-ce qu'on investit des tonnes de fric pour un nouvel incinérateur, mais donc stratégie sur 20-30 ans, ou est-ce qu'on décide de faire du recyclage et est-ce qu'on essaie de finalement rentabiliser un peu tout ça en vendant les matières premières, en récupérant, en redistribuant, machin, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il faut prendre les décisions. C'est-à-dire que nous, avec Mathilde, pardon, on est allé euh, à c'était une projection de Ma vie zéro déchet à Meudon, près de chez nous, donc un documentaire de France Télévisions qui est plutôt pas mal, Ma vie zéro déchet. Et à la fin, donc on avait l'intervention, donc une petite discussion avec les intervenants. Et le mec, c'était le directeur du SICTOM. Le SICTOM, en fait, c'est les personnes qui sont en charge du traitement des déchets sur une bonne partie de l'Île-de-France. Donc moi, je suis conscient que, vu la quantité de déchets qu'il y a, bien sûr, il y a besoin de grosses machines et de tout un tas de trucs. Mais en fait, on est rentré dans une logique hyper perverse parce que le mec nous explique qu'on peut tout mettre dans la poubelle jaune, quasiment, sauf la bouffe, quoi. Sinon, on peut tout mettre, et le verre. Et que eux, ça y est, ils s'en chargent et qu'ils valorisent. Mm. Et en fait, le mec, c'était le meilleur du monde. Ouais, il a vendu Mais le en fait, concept. ils font quoi? Ils Ouais. valorisent, ils brûlent. Voilà, donc Ouais. ils brûlent. Et en plus, le problème, c'est que ils brûlent et c'est des infrastructures qui, donc, si elles n'ont pas de déchets à brûler, elles perdent Ouais, c'est très clair, bien sûr, ouais. leur utilité, leur fonctionnalité. Donc ça a été innové l'année dernière. Donc les mecs, ça veut dire que dans leur logique, ils se disent pendant 30 ans, ils vont continuer de brûler, de brûler, de brûler. Et ils Ouais. brûlent voilà, du carton, du plastique, machin, etc. Donc oui, il n'y a pas trop de fumée. Ils ont réussi à mettre des systèmes qui font qu'il n'y a pas trop de fumée qui sort. Oui, ils créent de la chaleur et donc on va avoir besoin de moins d'électricité pour chauffer certains quartiers, machin, etc. Mais ça ne résout pas le problème de l'extraction et de la destruction qui est le problème vraiment à traiter. À ce moment-là, Ça déresponsabilise sur la production de déchets. Enfin, voilà, je veux c'est dire, ça. on a l'impression que presque ils font une bonne action en jetant leur poubelle, quoi. Donc des infrastructures comme ça, c'est des centaines de millions d'euros. Ouais, ouais. Et après, quand moi je pose la question sur les ressourceries, en demandant pourquoi les ressourceries, en fait, elles ne sont pas gérées par les municipalités, pourquoi c'est pas public, en fait. Et pourquoi c'est pas rattaché finalement aux déchetteries Ouais. et que donc pourquoi en fait les ressourceries c'est systématiquement les associations qui doivent le faire en fait. Ouais. Moi je trouve que c'est scandaleux parce que là le déchet en Ouais. fait il repart direct, il n'est pas détruit avant d'être refabriqué. Ouais. Euh, les mecs m'ont ri au nez. Ouais. Voilà, c'est pour eux pourquoi ce serait à eux de faire quelque chose comme ça. Et il m'a répondu également, la ressourcerie de Nanterre n'est pas rentable. Ouais, il y a une notion de profit de Voilà. toute
au sort. Donc les gars, ils regardent les chiffres, et ben, effectivement, c'est pas rentable, mais tu traites les déchets. Donc arrête de me parler de croissance, de valorisation, etc. Ouais. C'est rentable parce qu'en fait, l'impact va être réduit parce que les gens vont réutiliser les objets. Et, Ouais. donc Ouais, voilà c'est un une petit peu globalité en fait à réfléchir. Ouais, c'est quelque chose de beaucoup c'est pour plus ça que global. voilà, je pense que les municipalités, quand elles doivent faire des choix d'attribution de terrain ou d'investissement, aujourd'hui, j'espère que dans les années à venir, elles vont être amenées à faire des choix qui sont beaucoup plus sensés par rapport à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui et par rapport aux besoins réels de la société qui n'est pas un besoin de croissance. L'heure qui croise les doigts. Ouais. Ouais, bah, c'est sûr qu'effectivement, il y a chantier, mais comme tu le disais, il y a aussi option et il y a aussi beaucoup de choses qui avancent. Et après, bah, voilà, il faut que les personnes qui sont en poste aujourd'hui aux positions de décideurs actifs, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on peut tous Ouais. décider à notre niveau et faire des choses, mais vraiment à plus large échelle, soit suffisamment conscient de ça ou suffisamment sous pression pour le faire aussi. Ouais. Donc voilà, il y a du travail, c'est sûr. Je voulais juste savoir si peut-être éventuellement il y avait une question de Siméon. Je ne sais pas si Siméon et Jordan avaient un mot aussi à dire. Peut-être avant qu'on commence à conclure ces discussions qui sont très très intéressantes. Mais, Siméon, Jordan, vous avez une question ou pas? A priori, ça semble être OK. Ils sont plus là. Ouais, ils sont plus là. Non, je pense qu'ils sont là, mais... Non, ils sont là, mais en général, ils coupent effectivement Tu pour m'entends, gagner. Marine? Ouais. Tu avais une question, Jordan, ou une réflexion par rapport au film, toi, que tu voulais nous partager, ou quelque chose? Peut-être oui. Pour juste rebondir ce que vous avez dit par rapport à la France. Par exemple, je viens d'ailleurs aussi et moi j'ai l'impression qu'en France, ça se fait beaucoup de choses. Je pense qu'il y a déjà un bouleversement dans toute la population qui, petit à petit, il y a des initiatives qui se mettent en place, et plus que par exemple dans mon pays, que pour les publics, je viens d'Équateur. Et du coup, je crois que la France est beaucoup, beaucoup avancée par rapport à ça pour la transition écologique. Donc voilà, il y a plein d'espoir. Ouais, c'est clair. Faut Mais continuer d'avancer. je pense que l'un des enjeux qu'il va falloir aussi que les gens comprennent, et peut-être qu'on terminera plus ou moins là-dessus avec quelques derniers mots, mais c'est qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, sur ces questions-là. Il ne faut pas non plus que ça devienne l'unique... il ne faut pas que ça devienne un secteur d'activité à proprement parler, je pense, parce que sinon, on va revenir sur une logique de monétisation, mais il faut plus que ce soit une valeur, vraiment, et une prise de conscience qui infuse le quotidien au fur et à mesure. Et c'est vraiment sur cette transition-là, à mon avis, qu'il y a une clé. Mais pas en faire quelque chose voilà, de vendeur, comme tu le disais et comme tu l'illustrais aussi juste avant, Jonathan, avec cette personne qui était venue parler des déchets et du traitement des déchets. C'est beaucoup plus large et c'est des choses voilà, qui sont des petites actions du quotidien qui vont venir permettre effectivement de changer et de transitionner. Et tu parlais de projet de transition et je pense qu'en fait, chaque personne individuellement devrait se questionner sur son propre projet de transition vers des choses voilà, qui semblent plus durables en tout cas et à grande échelle. Oui, tout à fait. C'est Moi, important. j'ai vraiment l'impression que même avec le Covid, on est encore passé à ça, d'une vraie prise de conscience. Il y en a encore beaucoup qui se disent, bon, bah, allez, ça y est, c'est fini, machin et tout, qui réalisent pas vraiment que moi, je suis plutôt à tendance collapsologue quand même. Donc, que le modèle en fait sur lequel on est, tout ce qu'on nous vend dans les films avec, je sais pas, moi par exemple, dans 10 ans, dans 15 ans, science-fiction, robots, tout ça, machin, etc. C'est un petit peu compliqué en fait. Ça a de fortes chances de ne pas arriver, tout simplement parce que on aura atteint les limites bien avant ça. Et, euh, et comme tu le disais, si chacun commence dès maintenant à faire sa petite transition, à faire ses petits choix, parce que c'est un cheminement qui est long, même nous, quand on est rentré du Japon, petit à petit, on a mis des choses en place, mais voilà, on a commencé à réduire nos déchets. Bon, pour la consommation, on achetait déjà plus grand-chose dans
dans les grandes surfaces, on fait beaucoup de boycotts, mais voilà, on a continué à le pousser. Et puis, voilà, petit à petit, on a mis en place tout un tas de choses. Il y a vraiment plein d'initiatives. Et c'est jamais, on n'atteint jamais vraiment l'état de perfection parce que ça devient fun, ça devient agréable à faire. Donc, on a toujours envie d'en faire plus. Et surtout, c'est hyper agréable de se dire que on participe moins ci, on participe moins ça. Parfois, ça peut être un peu angoissant. On se dit, oh, j'en ai marre et tout, j'ai envie de faire comme les autres qui s'en fichent et tout. Et d'un autre côté, après un certain temps, on peut simplement plus. Ouais, je crois aussi. Je vous conseille un livre, si vous ne l'avez pas lu. Je pense que tu l'as peut-être lu, Jonathan, je ne sais pas pour les autres, mais le livre qui s'appelle L'entrée de l'autre loi de la jungle, qui est notamment signé par Pablo. Non, je l'ai pas lu. Et qui est vraiment génial, pour le coup. Qui L'entraide parle de l'autre justement loi de la jungle. de cette notion de symbiose, justement, et d'entraide, en fait, du vivant. Et la nécessité de ces liens qui est en fait une autre loi de la jungle que la loi de la jungle, la fameuse. Et en fait, la réalité, quoi. Donc, cette entraide entre Mais je les pense que tu as tout à fait de raison de dire ça parce que moi, je suis vraiment convaincu que les gens sont capables de faire plein de belles choses quand ils le font ensemble. Et je crois pas du tout en un être humain prédateur, égoïste, individualiste, Non, etc. c'est une histoire qu'on nous raconte, qu'on se raconte. Ouais, non, moi, j'y crois pas une seule seconde. C'est clair. Et Je c'est crois le cas, vraiment et que ça, ouais. voilà, les gens peuvent le faire, mais tout seul, c'est compliqué. Ouais, Voilà, c'est ça. Faut réussir à trouver des personnes et puis à partir en étant un tout petit groupe, déjà, en faisant en sorte que ce soit fun, faut que ce soit amusant, comme on voit dans le film, effectivement, et en gardant, en gardant la motivation, parce qu'il y a quand même des échecs. Je pense que Il peut se franchement, reposer sur les autres quand il y en a. Donc, c'est ça qu'il faut aussi. oui, voilà, c'est ça, effectivement. Voilà, c'est un peu les vases communicants aussi. Ouais. Et du coup, ça peut amener des choses grandioses. Et puis, il y en a plein en France, effectivement. Mais on peut faire mieux, on peut faire plus. Ouais. Voilà. Bon, bah écoute, c'était, je crois, une très belle manière de conclure justement avec cette notion. Et puis, je pense que la grande évasion, c'est un des exemples, et je suis assez fière d'avoir réussi à mener ce projet aussi jusqu'à aujourd'hui. C'est un Ouais, des bravo. exemples qui, voilà, grâce à Siméon, grâce à Jordan, qui énormément. Il y a eu Martin aussi qui a participé, etc. Certains d'entre vous qui sont vraiment revenus et revenus. On a des gens qui sont venus au 8, au moins 8 projections, donc c'est que vous y avez trouvé quelque chose. Donc, ouais, je trouve que c'est cool et en fait, c'est hyper. Je suis un petit peu émue. Non, mais j'en rajoute pas du tout, mais c'est vrai que c'est cool dans ces moments-là aussi de voir, comme on le disait, qu'il y a. On se répond en fait. Et il y a vraiment des réponses et il y a vraiment des gens super qui ont des super initiatives. Et on peut tous les générer et les nourrir et y prendre part. Et c'est déjà un premier pas, mais c'est vachement plus enrichissant que consommateur, en fait. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour le développement local. Hein. Je pense que vraiment, il y a plein de localités qui vont exploser en dynamisme et en innovation. J'ai très peu d'espoir, par contre, pour le changement national. Ouais, mais justement, il y a une réorganisation à réfléchir, mais en tout cas, il faut puiser de l'énergie en local. Clairement, ça, c'est indéniable. C'est sûr et certain. Je vais en profiter aussi pour te remercier, toi et toute ton équipe, On the Green Road aussi, et Imago, qui nous a permis aussi de faire ça. Oui, Nicolas puis, aussi qui était là sur le chat. Puis voilà, après, encore une fois, je le dis tout le temps, mais le film, il est gratuit. Si certaines personnes souhaitent l'utiliser pour des événements, pour des projections, pour des diffusions, c'est pas compliqué. Et on fait sur de la partie de libre participation, comme du don en fait. Ouais. Donc aucun problème. Et donc n'hésitez pas à le partager et à éventuellement l'utiliser en nous contactant. Pour générer des débats, ouais.
générer des échanges et des débats. Merci beaucoup, vraiment, Jonathan et Mathilde, et puis le petit bout Ouais, qui doit être dit ouais, elle maintenant. vous embrasse. Hein. Elle est Ouais. partie. C'était vraiment super, c'était vraiment un plaisir. Siméon, Jordan, si vous avez peut-être aussi un dernier mot à nous dire et à dire par rapport à la fois la soirée de ce soir et puis plus largement la grande évasion, je vous laisse le micro. Jordan, du coup, je crois comprendre que c'est ta dernière participation parce que tu repars en Équateur, c'est ça? Oui, salut tout le monde. Bah, je partage aussi les sentiments de Marie. Merci beaucoup à tout le monde pour être ici. C'était une belle aventure d'avoir fait ces grandes évasions. J'ai adoré. Ça m'aide beaucoup aussi à m'évader pendant les confinements et même maintenant. Ouais, comme Marie disait, ce sont mes derniers jours en France. Je vais rentrer à mon pays bientôt. Et ben, je dirais justement merci beaucoup à tout le monde. Merci Jonathan pour être avec nous ce soir. Et particulièrement à toi, Marie, merci beaucoup pour tout ton travail qui a été tellement fort. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci, Jordan. Je ne sais pas si Siméon est encore là ou pas, du coup. La dernière fois, il avait dû se déconnecter, donc je ne sais pas s'il il a pu rester. C'est une seconde, je pense qu'il a dû partir. En tout cas, vraiment merci. Merci à Laure aussi, qui était là à la première et qui est là à la dernière, qui est toujours présente. Jérémy aussi, qui est revenu. On a eu Priscille aussi, et qui était là, qui était passée. Donc, ouais, vraiment, merci beaucoup. On ne sait pas encore si on reviendra à la rentrée. Vraiment, ce n'est pas du faux teasing. Pour l'instant, on ne sait pas. On va voir. On va essayer de voir s'il peut y avoir un rythme qui convient, s'il y a toujours aussi la même volonté, le même engagement. Il y a beaucoup d'initiatives. Donc, l'idée n'est pas non plus de submerger les gens d'information. On va voir. On verra comment ça peut se matérialiser. Quoi qu'il en soit, on vous fera un petit rétexte, un petit retour global de toute façon de la grande évasion là sur la page Facebook. On vous repartagera tous les liens de tous les films qui sont encore dispo, y compris celui de ce soir. Du coup, demain, le podcast, l'enregistrement de cette soirée sera aussi en écoute libre, en réécoute ou en écoute. Et puis voilà, je vous souhaite de toute façon de belles évasions, qu'elles soient dans vos têtes ou physiques. Et puis, on a beaucoup de choses à construire. Donc, ouais, gardez l'énergie, gardez la pêche. Et puis on se dit dans tous les cas à bientôt. On se retrouvera sur les réseaux sociaux. Et puis, de toute façon, en vrai aussi, peut-être pour certains qui sont dans le coin. Et puis, ouais, peut-être qu'à la rentrée, ce sera en face à face. Qui sait? On peut tout imaginer. Donc c'est possible. Juste, je rappelle, comme l'a dit Jonathan aussi, que vous pouvez faire un don si vous le souhaitez dans la cagnotte. Elle restera ouverte encore quelques semaines, je pense, jusqu'à la fin de l'été, enfin jusqu'au début de l'été, voilà, en fonction de la valeur que vous avez trouvée dans ces événements, que ce soit celui-ci ou d'autres qui ont eu lieu par le passé. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Vous pouvez activer vos micros, évidemment, si vous le souhaitez, pour se dire au revoir. Et puis je vous dis à très bientôt. Et vraiment, merci pour ces belles soirées qu'on a passées ensemble et toutes ces belles rencontres qu'on a faites. Et ces belles graines qu'on a semées qui, j'espère, germeront. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Ciao. Yes, bye. Et voilà, nous espérons que vous avez apprécié ces échanges, que vous avez apprécié le film, surtout que vous avez apprécié ces 9 éditions de La Grande Évasion. On est vraiment, encore une fois, ravis d'avoir partagé tout ça avec vous. Et puis, évidemment, on vous tiendra au courant de nos projets futurs, que ce soit pour On the Green Road, Get Ready Préparation en Voyage ou Imago TV. On vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses et plein d'évasions et surtout beaucoup d'actions pour mettre tous vos projets en marche ici et maintenant. À très bientôt, au revoir.